Good morning, everyone, and welcome for this webinar series. Bonjour à tous et bienvenue à cette série de webinaires organisée par Anima dans le contexte du projet EBSOMED. Je vois que tout le monde est déjà là, donc on peut commencer. Avant d'introduire le webinaire, j'aimerais vous donner quelques informations. On va donc changer la diapositive. Donc, quelques informations pratiques. Le webinaire est en train d'être traduit en français. Donc, vous pouvez sélectionner la langue. Si vous souhaitez donc suivre le webinaire en français, il faut cliquer sur le map monde, changer la map monde et changer la langue. En bas de votre écran. Et vous pouvez ainsi écouter toutes les interventions en français puisqu'elles seront en anglais. So all the communication will be in English. Donc, tout le webinaire sera en anglais avec traduction en langue française. Pendant tout le webinaire, on vous demande de couper votre micro et caméra tandis que les autres sont en train de s'exprimer. Et pendant les webinaires, vous pouvez interagir avec les intervenants avec le bouton discussion, donc le chat. Et vous pouvez même lever la main et demander de prendre la parole. Et on vous donnera donc le droit de parler. Le webinaire est en train d'être enregistré, donc vous pourriez le revoir. Et chaque vidéo sera aussi téléchargée sur le site web Anima. Donc, cette série de webinaires a été lancée il y a plus qu'une année, plus qu'un an. Pendant donc la crise Covid, le but était celui de supporter tous les acteurs pendant cette crise pour vous donner quelques conseils, quelques réponses et donc pour traiter des sujets qui sont d'intérêt commun. Dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, on s'est penché sur divers thèmes. On a parlé de la crise, de la communication. On a aussi parlé de la digitalisation des services aux entreprises, comment continuer à supporter les entreprises dans ce contexte et comment migrer les services vers le digital. On a parlé du service après-vente dans ce contexte, le développement de nouveaux secteurs stratégiques. On a également adressé et traité le thème de comment attirer les investissements dans ce contexte. À chaque fois, on avait de 1 jusqu'à 3 intervenants qui ont partagé leurs idées, qui se sont exprimés sur le thème imparti. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce thème avec un angle, à partir d'un angle différent, comme on va voir dans cette diapositive. Donc, on sera très ravis d'avoir deux intervenants, Alexandre de Cronburg de l'OCDE, directeur de l'OCDE, et Achim Hartig, directeur général du Germany Trade and Invest. Et on va encore une fois se pencher sur le thème de la crise sanitaire qui est en train d'avoir encore des effets, surtout sur le pays du Sud. Donc, on va traiter de comment attirer de nouveaux projets tout en considérant les processus de délocalisation dans le bassin méditerranéen. C'est une tendance qui est déjà visible. On voit, par exemple, une entreprise qui s'appelle Aigle, qui est française, qui a décidé de délocaliser sa production de la Chine à la France. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer et aussi en Turquie, dans le sud de la Méditerranée. On voit beaucoup d'investisseurs chinois qui sont intéressés à déployer leurs investissements dans ces marchés. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'opportunités intéressantes. Mais en même
temps, il y a aussi le danger de la prédation. Donc, les entreprises locales pourraient aussi payer le prix de d'une possible tendance à la prédation, parce qu'on parle, il faut protéger leur savoir-faire hein, et les investissements nationaux. Donc, voilà le contexte, voilà la situation, surtout dans les pays de l'OCDE. Et on voit aujourd'hui la réalité de ce marché, de cette tendance qui est présente sur le marché. Et on voit donc cette tendance à la hausse, surtout pendant les derniers mois. Donc, Alexandre de Combourg et Achim Hartig vont nous entretenir sur ces thèmes. Prochaine diapositive. Encore une fois, vous pouvez interagir avec nos intervenants à travers le bouton discussion ou bien conversation donc, sur le chat. Vous pouvez même demander de prendre la parole. Levez la main. Si vous voulez mettre en place des services similaires à celles dont on va parler, Anima aussi vous offre un service de peer learning. Si vous voulez développer des projets en commun avec des experts du réseau, avec donc d'autres organisations, il y a un programme de peer learning pour le partage des connaissances. C'est un soutien financier pour 10-20 jours d'expertise et 80% des coûts sont couverts, hein, payés par le projet EBSOMED. C'est un outil vraiment très flexible et très utile dont vous pouvez profiter. Et en plus, si vous voulez revoir tous les webinaires que l'on a organisés dans le passé, donc avec les différents experts qui ont enrichi notre programme de webinaires, vous pouvez le faire dans le site d'Anima, dans la page Bonnes pratiques, et toutes les vidéos sont disponibles. Donc, avec des présentations sur la communication image, aftercare, stratégie, intelligence et éveil, réponse à la crise du COVID-19 et ainsi de suite. Tout est disponible sur le site web d'Anima. Donc, ceci dit, on peut commencer avec cette thématique, attirer de nouveaux projets tout en protégeant son économie contre la prédation. Et je vais donner donc la parole au premier intervenant, Alexandre de Combourg, de la division investissement de l'OCDE. Et il est aussi responsable d'un réseau d'investisseurs à l'intérieur de l'OCDE et donc il a vraiment une bonne vision de différents angles de ce thème. Donc, il va nous dire comment naviguer tout en considérant cette tendance dont je vous ai parlé. Et donc, cette phase de réorganisation de la production, tout en protégeant les entreprises nationales de la prédation de l'étranger. Il va nous montrer le panorama global dans le secteur des investissements du point de vue des pays de l'OCDE. Alexandre, est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêt? Alexandre? Oui. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup pour votre invitation. Bienvenue. Alexandre, vous avez une vidéo, donc peut-être je propose de montrer la vidéo et après, on aura la session de questions-réponses. D'accord? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, on va regarder la vidéo maintenant. Very good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup
aux organisateurs pour l'invitation à participer à cette rencontre très importante organisée par Anima. C'est un grand plaisir. Ah voilà, donc on a les sous-titres. L'interprète va donc vous laisser avec les sous-titres. International investment and the role of investment promotion and facilitation in OECD countries. Let me start by providing you with some context for our discussion. Our latest projections, released last month, highlighted that the global economic recovery remains strong. While global GDP dropped by 3.4% in 2020, the OECD forecast is a global growth of 5.7% in 2021 and 4.5% in 2022. You can see here that the recent projections are brighter than those from December last year, and that we're slowly catching up with our 2019 projections. But the recovery remains uneven, with countries emerging from the crisis facing different challenges. International investment needs to play an integral part in the recovery. The figures for foreign direct investment have been gloomy and remain uncertain. Global FDI flows dropped by 38% in 2020 compared to 2019, according to OECD analysis. The decline in the OECD area was driven by large negative inflows in the Netherlands and a large drop in the US, but also in the UK, France, Germany, and many others. This drop accentuated an already steady decline of FDI flows over the past 6 years, led by advanced economies. OECD outflows also declined sharply last year by 48%, with large decreases in Germany and Japan, for example. Let's move on now to the policy aspect. Investment policy responses to the COVID-19 pandemic have been numerous and diverse. Many governments implemented measures to facilitate investment and ease business establishment and operations. However, at the same time, concerns about essential security risks associated with FDI have been growing. Many governments have gradually established or reinforced acquisition and ownership-related policies to safeguard national security interests, particularly in the form of investment screening mechanism. Last year was an exceptional year in terms of policy-making activity, with 50 new screening mechanisms or reforms of existing ones recorded. This is one measure per week on average. The pandemic has accelerated rather than triggered this trend, which has continued in 2021. In terms of sectors covered, the COVID-19 pandemic contributed to an extension of investment screening mechanisms to include health-related sectors. But the focus of attention is shifting back to its pre-pandemic course, where foreign investment in advanced technology is perceived as leading to exposure of essential security interests. In this environment, governments are seeking to keep the right balance between addressing the potential risks of FDI and keeping markets open and attractive. In terms of the investment promotion and facilitation responses to the crisis, we observed that in the first months of the pandemic, governments around the world and investment promotion agencies in particular sought to tackle the pressing issues of existing investors. The attention switched entirely to assist companies that were already established. In the longer run, the second point relates to the previous slide in the policy-making activity. In the current context of uncertainty, creating the conditions for a sound business environment is crucial. There is also a growing attention given to investment facilitation by many countries and international platforms, such as the WTO, for example. At the OECD, we welcome this development, as investment facilitation is about designing and implementing various types of measures to reduce obstacles faced by companies when they decide to invest. The COVID crisis has also strengthened some changing imperatives for IPAs and other public agencies. Imperatives that were already there before the crisis, but that were accelerated and became more pressing. These include digitalization,
and sustainability. The OECD has been working over the past months on these two work streams under the leadership of the OECD Investment Promotion Agency Network. We conducted surveys with OECD IPAs to collect data, perform comparative analysis, and present good practices. In the following slides, I would like to show you some preliminary results of the survey finding. You can see in the left figure here, the growing importance given to the digital economy compared to other sectors in the investment promotion business. It shows the resources, financial and human, dedicated by IPAs to the attraction of FDI in digital sectors as compared to others, before the crisis, during the crisis, and in the near future. And you can see that the proportion of IPAs planning to increase the resources to the digital economy are growing. In the right graph, you can see that top priorities for IPAs in OECD countries include software development, data centers, ICT, digital health, and artificial intelligence. More surprising, at the bottom, e-commerce is only prioritized by 25% of IPAs, despite its booming during the pandemic. The main strength identified by IPAs to attract digital FDI is an overall favorable business environment, which relates again to the point we made earlier on policy advocacy and investment facilitation. Other top strengths include the availability of digital skills and a favorable ecosystem, which is corroborated by the major challenges that you can see on the right, that include the lack of adequate skills, inefficient public institutions, and a poor legal framework. We also found that policy measures such as digital clusters and incubators, as well as targeted investor outreach, are more widely used by IPAs than fiscal and non-fiscal incentives. The implication of digital transformation on investment promotion also concerns the way governments and public agencies operate. Investment promotion agencies, for example, are adopting new ways of working to attract and assist firms, a trend which has, of course, been considerably accelerated by the COVID-19 crisis. In the left figure, you see that over 90% of OECD IPAs report that the pandemic accelerated the use of digital tools in their operations. It has not only been necessary to adapt to the new context, but also to increase relevance and achieve better results. As you can see in the right graph, in the future, the majority of OECD IPAs plan to extend the use of digital tools, particularly for promotion and marketing activities, but also for investment facilitation. Let me now move to the other changing imperative for IPAs and present you with some results of the second survey. IPAs consider that sustainability is increasingly an important objective when they are setting their prioritization strategy. When we asked them to which SDGs they contribute most, 3 of them stood out: a sustained, inclusive, and sustainable economic growth that create decent jobs, closely followed by building resilient infrastructure and sustainable industrialization, and supporting access to affordable and sustainable energy. But as you can see, much fewer IPAs track whether the attracted investments actually contribute to these outcomes, although they tend to use specific indicators, as you can see some examples in the table on the right. Another way to look at IPA contributions to sustainable development outcomes is to look at their key performance indicators, which IPAs prepare when they develop their investment promotion strategies, when they set their objectives, their priorities. As you can see, priorities for FDI promotion are dominated by productivity and innovation, and by job creation and skills. Low carbon transition KPIs are used by less than half of IPAs, and gender equality is tracked only by 16% of them. The challenge for IPAs is to translate these prioritization indicators in monitoring and evaluation tools to track the extent to which the attracted investments
contribute to the intended objectives. We tend actually to observe a certain link between these two types of indicators, as IPAs tend to use even less monitoring and evaluation indicators related to sustainable development objectives. But these research are still ongoing, and I look forward to sharing them, the results of these surveys with you in the next few weeks or months. On this very topic, before concluding, I wanted to highlight as well that the OECD developed 2 years ago the FDI qualities indicators to measure the sustainable development impacts of FDI on host economy. The indicators focus on 4 clusters derived from the Sustainable Development Goals, as you can see here on the left. They compare, for example, the level of wages across foreign and domestic firms in a given country. They can also assess whether FDI is concentrated in female-dominated sectors or in cleaner activities. Policymakers and IPAs can use these indicators to assess how FDI supports national objectives. We are now working on an FDI qualities policy tool to help governments make the most of investment opportunities to support sustainable development. So I thank you for your attention. You can find here some OECD material on the topics we discussed today that you might find useful. And I would be glad to hear your thoughts and receive your questions. Thank you very much, Alexandre, for this. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Avez-vous des questions? Si tel est le cas, vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez écrire votre question dans le chat. J'ai déjà quelques commentaires, quelques remarques sur cette présentation. On a donc remarqué des tendances, la digitalisation, la durabilité, qui ont été renforcées par cette crise, bien évidemment. La première question sur la durabilité et les indicateurs de qualité. En ce qui nous concerne, et d'après nos informations, c'est une tendance assez nouvelle. C'est-à-dire que très peu d'agences ont vraiment intégré la durabilité et les ODD dans les indicateurs pour le filtrage des investissements. Quelle est votre opinion concernant les pays OCDE? Parce que je crois que vous êtes en train de promouvoir des indicateurs de qualité de cette sorte qui sont liés donc aux indicateurs des ODD. Est-ce que le retour est positif jusqu'à maintenant? Merci beaucoup pour cette question. Oui, en effet, c'est une tendance qui devient de plus en plus importante pour les agences de promotion des investissements. La tension monte sur ces thématiques. Je crois que ce qui est intéressant est qu'il y a plus de sensibilité par rapport au développement durable. Je crois que tout le monde est d'accord. Les IDE sont importants. Il y a des mécanismes dont j'ai parlé qui pourraient potentiellement protéger l'économie de menaces potentielles, mais il faut supporter le développement durable. Les API ont joué un rôle très important. On voit qu'il y a de plus en plus d'outils pour supporter les ODD, les objectifs de développement durable. Il y a des mécanismes de monitoring, donc d'observation. Il y a des stratégies qui sont implémentées par les API. Et
il y a aussi une observation des effets sur la dimension locale de ces stratégies. Mais en général, oui, il y a une augmentation du focus de l'attention sur ces thématiques. Est-ce que vous croyez que le thème est en train de devenir plus important et qui est de rentrer dans le benchmarking? Parce qu'on est parmi professionnels dans ce secteur, vous savez. C'est une opportunité pour nous aussi de collaborer de plus en plus avec ces agences. Oui, je crois que vous avez déjà invité une de ces agences. Je sais qu'ils ont développé un système de tableau, une sorte de tableau de bord pour l'observation des ODD. Je crois que l'Irlande, parmi d'autres, sont en train de développer des indicateurs. C'est un bon exemple. Mais c'est difficile vraiment. Quels sont les outils que l'on peut utiliser comme exemple? Je sais qu'il y a un progrès en général. Vous êtes aussi responsable d'un réseau de API à l'intérieur des pays OCDE. Quelles sont les attentes dans le bassin méditerranéen concernant la digitalisation ou peut-être il n'est plus nécessaire de produire de l'autre côté du monde parce qu'il y a l'automatisation et en plus la durabilité devient de plus en plus importante et donc il faut raccourcir la chaîne de valeur. J'imagine qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont sur la table et il y a un dialogue en cours. Donc, est-ce que vous voyez déjà des stratégies des multinationales qui sont en train d'évoluer tout en considérant ces mouvements, par exemple, une délocalisation ou une densification de la chaîne de valeur, donc la chaîne de valeur qui est raccourcie dans le bassin méditerranéen? Merci pour la question, pour les remarques. En général, on a vu un ralentissement de la chaîne de valeur globale, même avant la pandémie. Et on a vu aussi la vulnérabilité de la chaîne de valeur. Et après, il y a eu aussi le pilier de la digitalisation qui intervient aussi dans l'organisation de la chaîne de valeur. Et on observe également que les pays où il y a déjà un focus sur la spécialisation a vu ces vulnérabilités parce qu'il y a eu une spécialisation de la chaîne de valeur. Il y a donc eu l'implémentation, la mise en place de stratégies de soutien. Par exemple, vous avez parlé de l'exemple de Aigle. Il est difficile vraiment d'identifier des tendances générales qui vont rester, qui vont être à long terme. À l'intérieur de l'OCDE, on estime que la délocalisation aura un horizon temporaire limité. Mais les multinationales pensent surtout dans la diversification. Il y a un dialogue à ce propos. Donc la classification est, comment je peux dire, une manière de diminuer le risque de ce prix. Vous avez dit que les pays spécialisés ont le système de prix le plus élevé. Y a-t-il des questions de la part de l'assistance? Hashim, maybe if you want to... Hachim, si vous voulez compléter ce que Alexandre de Combrouge vient de dire. Il a donné une image très complète, spécialement en regardant l'idée que
le réseau dans lequel nous discutons cette méthodologie. L'une des bonnes choses de ce réseau, c'est que nous sommes à l'avant-garde dans l'innovation, donc nous faisons l'expérience de plusieurs choses, comme par exemple comment atteindre les ODD, et je parlerai de cela également. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, nous passons à la présentation suivante de Hachim Artig. Donc Hachim, bonjour à nouveau. Nous avons une vidéo pour vous également qui est traduite ou qui est sous-titrée. Donc nous regardons la vidéo et ensuite nous pouvons avoir un échange avec vous. Merci. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Achim Hartig. I'm working with Germany Trade and Invest, the German Trade and Investment Promotion Agency, and there I'm heading the Invest department. That means my colleagues and I are responsible for attracting foreign direct investments to Germany. Currently, I'm also chairing the OECD network of investment promotion agencies. I would like to thank Anima for the opportunity to speak in this prestigious event on this important matter. In the next 10 minutes, I will briefly talk about the general situation of FDI in the crisis. I will talk about new focal points of local economic policies, and also will outline new strategies to attract foreign direct investments within the COVID-19 crisis. If you look at FDI development during the crisis in 2020, the UNCTAD predicted a decline already of foreign direct investments in developed economies of more than 17%, in other economies 30 to more than 40%. Whereas every decline of foreign direct investment is naturally undesired and harmful to an economy, the severity of damage of receding FDI inflows might differ from nation to nation. Obviously, the more resilient an economy is, the less damage receding FDI inflows might cause. But for us also, the important question here is what are the factors that make an economy resilient, and how can we as an investment promotion agency support Germany and develop business opportunities from here. Within 2020, within the crisis, it became obvious that certain value chains and supply chains of industries are damaged and production lines came to a halt. Even though in Germany there exists a huge variety of different industries and sizes of companies, in fact more than 3.5 million small and medium-sized enterprises, still production and supply of certain goods were affected. So, from a larger perspective, in a very unfortunate situation worldwide, light was shed on those parts of the economies which seem to be vulnerable in times of crisis. And we, as an investment promotion agency, we had to confront ourselves with the situation and develop solutions how to attract investments despite the situation. In the following presentation, I will briefly show you how Germany Trade and Invest refocused the FDI attraction activities according to the situation in Germany in 2020. Above all, and independent in times of crisis or not in the crisis, when attracting FDI, for us, the most critical success factors are free and open markets and a level playing field for all participants in all markets. In the beginning of 2020, we had to develop business opportunities within the crisis. And we asked ourselves the question if we should continue our work like we did before, or if we should change something to match the new requirements of the COVID-19 crisis. And we gave ourselves two guidelines. Active foreign direct investment attraction will focus on strategic industries was number one. That means that whenever we take action to attract investors, whenever we participate in conferences or trade fairs or do other activities to attract investments, this will only happen in strategic industries. The guideline number two is all investors seeking assistance will be supported. That means every investor, no matter where from or in what kind of industry, will receive our support once he or she addresses him or herself to us. In the next step, we had to break down these two guidelines into some more operational aspects. And we did that
by doing an analysis about the industry sectors in Germany which might need our support and where we would be able to help. We started with an hypothesis. The hypothesis is that the corona crisis is transitionary and it will take years to compensate the effects of the crisis. Industries that are not part of critical infrastructures or value or supply chains will restart after the crisis, well, almost in pre-crisis mode. On the other hand, industries that have high barriers of entry and have complex value chains and or supply chains, they might have more difficulties to exist during the crisis and they might have more difficulties to restart after the crisis. So guiding questions were derived: which industries are particularly stricken by the corona crisis, which industries are particularly relevant for a sustainable restart of the economy, which industries have high barriers of entry, and where do we as Germany Trade and Invest have competencies and capacities to support these industries with the attraction of foreign direct greenfield investments. We did this analysis and supported our results by external research results done by research institutions in Germany who were looking at the situation, the economic situation in Germany, and derived suggestions how to proceed in supporting the economy and what kind of industry areas might be of particular interest, respectively, might be in focus. For us, our analysis led to 5 strategic key industry areas for active FDI attraction. And as you can see on the right side, this is pharma, medtech, e-health, it's automation and robotics, digital infrastructure, innovative climate-saving mobility and supply solutions, and trade and logistics. And with this extensive analysis and derivation of these key areas, we had the first step to developing business opportunities within a crisis. When having developed the business opportunities, what kind of areas to address within the crisis, we also made a plan B, what kind of industry areas might be interesting for us to attract foreign direct investments in when the German economy is in the process of recovery and when the crisis is declining. So here we can see that the industry areas of the previous slide are contained in this new portfolio, but this new portfolio is larger and it also has aspects which are kind of horizontal, like research and development. It has additional fields like education and talent attraction, which is, of course, is mission critical once the economy is growing and getting back to speed. Also, this slide we developed with a hypothesis and guiding questions, which you can see on the left side. However, we figured out that the development of the economy and also of the economies in the world might change during 2021 and 2022. So these industry areas will be revised in 2022 and reviewed to see if we are still on the good track here and if we still address the right industry areas. So defining key industry areas is one thing, but these are pure quantitative aspects which we take into account when attracting foreign direct investments. What about the qualitative aspects? What about sustainability? What about resilience? And do we also think about in how far investments comply with the economic policy of Germany? And as a consequence, we did not stop defining key industry areas, but we enhanced this model with additional quality indicators. So we see that on the left side we have our 5 key industry areas, obviously, and we added 3 vertical dimensions addressing qualities with the objective
that we attract greenfields investments of international companies that contribute significantly to a sustainable and resilient growth of the German economy. But let's take a look at these three quality dimensions. Number one, we ask ourselves the question, in how far does an investment project contribute to the United Nations sustainability goals? We ask ourselves, does this investment project contribute to the resilience of the German economy? And of course, does this project contribute to the objectives of the German economic policies? That means that every greenfield investment project is and will be evaluated on this basis. We developed a scorecard that delivers us a score for each project so that we can see and actively manage our project portfolio towards a higher sustainability, towards a higher resilience, and towards a higher compliance with German economic policies. So, the COVID crisis, business opportunities and FDI attraction means to have a clear picture and a clear strategy of where and how we want to attract industries. To have this clear strategy, we need key industry areas and we need a scoring system to address qualitative aspects of our work. Scoring allows for a better understanding of investment priorities and options, and hence also contributes to a better transparency of the work towards our clients and also towards our shareholders and our employees. This presentation has come to an end, and I thank you for your attention, and let me know if you have any questions. Thank you very much, Hakim. Merci beaucoup, Hakim. Très intéressant et ça soulève beaucoup de questions, quelques questions. Nous avons une question de la part des spectateurs et je pense que c'est pour vous. C'est de la part de Seda Neza de Algérie, de la Fédération de business en Algérie. Elle demande si votre stratégie industrielle a été changée avant et après la Covid. Donc, les stratégies sont les mêmes que vous aviez avant la crise ou y a-t-il eu de changements? C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avant la crise, pardon, il y a un micro qui est vert. Je demande aux participants de fermer leur micro. Donc, avant la crise, nous étions très agnostiques par rapport à l'industrie. Toutes les industries étaient et nous essayons de travailler avec et ils étaient les bienvenus pour travailler avec nous parce que l'Allemagne a un secteur industriel très développé. Donc, nous travaillons sur l'hypothèse que de pouvoir aider quiconque voulait s'installer en Allemagne. Mais pendant la crise, le focus a été plutôt comment nous pouvons aider l'économie locale pour une reprise plus rapide. Et pour cela, nous avons créé cette zone industrielle avec laquelle nous pouvons contribuer plus et se concentrer plus au support de l'industrie locale, de l'économie locale. Donc, nous nous sommes concentrés sur certains aspects. Encore une fois, quand nous faisons des acquisitions actives, nous nous concentrons sur le secteur industriel, mais toutes compagnies qui viennent de toutes parts sont les bienvenues de nous contacter. C'est très intéressant le travail que vous avez fait. Vous avez été très réactif apparemment quand vous avez commencé à faire le sondage des entreprises qui avaient besoin d'aide en mars 2020. Donc immédiatement au début de la crise, oui, absolument, immédiatement. Je pense que Esaïe a peut-être une question. Je vous donne la parole. Esaïe, si vous voulez ouvrir votre caméra, allumer votre caméra et votre micro. Esaïe.
Vous m'entendez? Parfait, merci beaucoup. Je voudrais remercier Anima pour avoir organisé ce webinaire et je remercie également Monsieur Hakim Artig, pour cette très intéressante présentation. Je voudrais dire que dans les pays de l'OCDE, vous pouvez vous présenter, Monsieur Ezaïe, quelle organisation vous représentez, pardon? Je m'appelle Ezaïe Nchidendereza. Je viens de l'autorité de promotion et d'investissement du Burundi et je suis en charge de la partie promotion. J'ai eu l'opportunité d'être à Francfort la semaine dernière. Non, c'était en septembre, pardon. Mais j'étais en train de me rendre en Roumanie. Donc, j'ai vu seulement l'aéroport de Francfort, mais j'ai réalisé qu'en Europe, vous avez fait très bien en termes de résilience et des solutions, parce que la seule chose qui a changé pendant la COVID est les masques, l'obligation de porter un masque dans l'aéroport. Tout le reste est exactement comme avant. Je suis allé en Roumanie et c'était la même chose. Le seul moment où j'ai vu vraiment la COVID, c'était au début de la crise, les 3, 4, 5 premiers mois. C'est quand on a vu qu'il n'y avait plus rien dans les rayons des supermarchés et tout le reste. Mais ensuite, maintenant, on voit que la situation est complètement différente. Au Burundi, par exemple, nous avons dû faire beaucoup d'efforts pour répondre à la crise, évidemment. Nous sommes en train d'attendre pour les vaccins. La plupart des zones sont des zones rurales et des villages. Donc, certaines personnes ne sont même pas au courant qu'il y ait le COVID. Monsieur Ezaïe, et si on parle de votre agence, quelles stratégies ont été implémentées? Qu'est-ce que vous avez fait entre mars et mai? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous réagi? En premier lieu, l'agence, nous avons reçu l'information à travers le ministère de la Santé, distanciation sociale, masques, et nous avons essayé d'implémenter ces mesures, mais nous avons également augmenté la numérisation, l'utilisation de webinaires et de communication à distance et de télétravail. Nous avons fait beaucoup d'ateliers à l'intérieur et à l'extérieur du Burundi. Ma sensation en regardant au réseau de promotion des agences de promotion, c'est que cette crise a été pour beaucoup une opportunité pour les pouvoirs publics, les organisations publiques de se faire connaître, de se mettre en lumière comme un moteur Beaucoup d'agences ont été très réactives et si on regarde à l'ADN de certains pays, ce n'est pas dans leur ADN de leurs institutions d'être très réactifs, mais en contrepartie, les agences de notre genre ont pu réagir très rapidement et s'adapter et rebondir très rapidement. Je pense qu'en termes de marketing, de reconnaissance de la part des entreprises, dans beaucoup de pays, cela a été une période très positive pour les agences de développement. Hachim a parlé du sondage qu'ils ont fait pour les entreprises. Donc, ils ont fait ça, ils ont fait un suivi avec les entreprises pour leur demander de quoi ils avaient besoin et pour pouvoir s'adapter mieux aux nouvelles conditions. Évidemment, en Europe, il y avait plus de budget au nord qu'au sud de la Méditerranée.
Mais je pense que le tout, dans les deux continents, cette émergence nous a permis de nous adapter très rapidement. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que je voudrais juste ajouter, dans le cas de l'Afrique ou du Burundi, par exemple, nous avions des contrôles à la frontière, il n'y avait pas de vol en sortie, en entrée, et même les routes terrestres, il n'y avait pas possibilité de sortir et rentrer. Donc pour nous, c'était se retourner et se concentrer sur la stratégie antérieure, évidemment. Les personnes qui avaient des business à l'extérieur du Burundi, avec l'extérieur du Burundi, la Chine, Dubaï, pendant des mois, n'ont pas pu faire leurs affaires comme d'habitude. Donc, il y a eu un impact positif dans ce sens dans le pays. Merci beaucoup. Une autre question. Il y a une question de Dali Bali. Oui, c'était ma question également. Comment cette nouvelle stratégie, vous avez parlé des 5 secteurs clés, Hakim, et vous avez dit qu'il y a un plan B au cas où ça ne marcherait pas sur ces secteurs. Donc, comment gérez-vous, managez-vous cette stratégie? Très excellente question parce que quand les choses viennent à la vie, ça marche, ça montre si ça fonctionne ou pas, évidemment. Donc, le plan B, ce n'est pas au cas où ces 5 piliers ne marcheraient pas. Le plan B, c'est en sortie de crise, nous pouvons contacter plus de secteurs industriels pour la reprise. Donc, nous voyons maintenant que cette crise est en train de se résorber lentement. Donc, nous sommes encore dans l'implémentation, mais l'implémentation est quasiment à 100% pour le moment. Au début, c'était une difficulté pour l'organisation parce que ces 5 secteurs ne vont pas d'accord avec la structure de notre organisation. Nous avons dû créer de nouvelles équipes pour gérer ces 5 secteurs industriels. De mon expérience et peut-être de la vôtre aussi, créer des nouvelles équipes, introduire de nouveaux protocoles et processus demande un peu de temps dans une organisation vivante, mais nous avons pu le faire. Au début, c'était vraiment un challenge, vraiment une difficulté, et il y a eu énormément de discussions, de conversations qui ont été pour nous bien parce que nous avons appris des nouveaux processus, mais nous avons également pu échanger avec les experts industriels pour savoir si nous étions en bonne voie. Une autre question de ma part sur le système de scoring. Une chose que vous avez dit très importante, évidemment, nous avons les ODD, évidemment, et nous avons un système de scoring économique, mais certains des points dont vous avez parlé est vraiment clé. Vous avez développé un système qui répond aux objectifs de développement de l'économie allemande. C'est vraiment très important de travailler dans le cadre de l'OCDE, non seulement les ODD, d'accord, mais également l'économie nationale. Est-ce que ce système de scoring est nouveau pour German Trade and Invest ou il existait avant la crise de la Covid? À quand vous pouvez remettre la date de création de ce système? Nous avons développé ce modèle en début de 2020 et le retour on a eu des institutions a été positif également. C'était développé spécialement pour la crise, mais nous allons continuer à l'utiliser après la crise également parce que c'est un outil qui nous permet beaucoup de transparence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, Hachim, avant. Nous
nous aurions dû avoir une présentation de l'Égypte, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, donc ce sera pour le webinaire suivant. Donc, nous avons, on va dire, plus de temps à disposition. Non, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous et de parler de ce que nous faisons. Je pense que ce que j'ai déjà appris, c'est les aspects de comment regarder à la promotion des investissements, comment essayer de catégoriser les investissements, cela étant dépendant de où vous trouvez. Partout, il y a de la nécessité de comprendre comment pouvoir promouvoir les investissements. Euh, le meilleur est votre organisation, mieux vous pouvez vous adresser à vos gouvernements. C'est quelque chose que j'ai appris et je suis content d'avoir contribué à cela. Alexandre, est-ce que vous voulez adresser un mot de conclusion ou peut-être dire quelque chose à Hachim? On se connaît très bien. En général, j'ai un commentaire de conclusion. Hachim a dit qu'avant la crise Covid, il y avait un outil de diagnostic. Et après, une nouvelle situation géoéconomique a changé le monde et donc on s'est focalisé sur des secteurs et surtout sur la durabilité parce que on a compris l'importance aussi de la digitalisation. Mais en même temps, on a fait en sorte de protéger l'économie contre la prédation, comme le titre de ce webinaire dit. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Donc, cela veut dire, d'après ce que j'ai appris de vos présentations, et que les opportunités et ce qui se passe après la crise va devenir stable. Donc, les stratégies vont devenir stables. Vous avez parlé d'un focus qui est visible aujourd'hui. Donc, il faut refaire les plans après. Je crois qu'il y a un focus stratégique et ouais, je crois que c'est plutôt un focus stratégique. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler aux participants que vous avez la possibilité de revoir les vidéos, les présentations d'Alexandre et Hachim sur le site web Anima, sur notre chaîne YouTube de Anima, où on télécharge les vidéos qu'on a enregistrées pendant les webinaires. Le prochain webinaire va se dérouler en décembre. C'est une formation sur l'évaluation des outils d'évaluation de l'impact que l'on utilise par Anima et avec Anima. C'est un outil que l'on a développé il y a quelques années, 5 années, pour mesurer la performance de la promotion des investissements. On the economic dimension, social dimension. Et qui considère les dimensions sociales, territoriales, économiques. Et donc, on va parler de cet outil et de l'application pour votre organisation. Et après, il y aura un autre webinaire au début de décembre, le 2 décembre, avec une quinzaine de réseaux en Afrique. On aura aussi des représentants de Bridge Africa sur l'entrepreneuriat comme facteur de croissance et de transformation sociale en Afrique, avec des témoignages de réseaux de business en Afrique. Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci beaucoup aux collègues de l'Afrique subsaharienne. Et bienvenue à ceux qui ont participé à ce type de webinaire pour la première fois et on se revoit le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci beaucoup à vous tous.